Dans la cabine feutrée de la première classe, une adolescente noire, Maya, est assise, un billet légitime à la main, prête à savourer son vol, lorsque soudain une hôtesse de l'air, Clara Vance, surgit, son regard glacial et son ton venimeux transperçant l'air comme une lame. « Vous, là, ce siège n'est pas le vôtre. Dégagez, vous n'avez rien à faire ici. » La voix de Clara, stridente, résonne dans tout l'avion, attirant les regards curieux et les murmures complices. Maya, 16 ans, est figée, son cœur battant à tout rompre, tandis que l'humiliation la submerge comme une vague. Pourquoi elle? Pourquoi cette injustice criante, ce mépris odieux? Vous, spectateurs, ressentez-vous cette colère bouillir en vous? Si oui, montrez-le. Cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour crier haut et fort que personne ne mérite un tel traitement. Maya, vêtue d'un simple sweat à capuche gris et d'un jean délavé, n'a rien d'une intruse. Son billet, soigneusement plié dans la poche de son sac à dos, est un cadeau, une récompense pour ses brillants résultats scolaires. C'est la première fois qu'elle voyage seule, et elle est montée à bord avec une fierté discrète, un sourire timide illuminant son visage. Elle s'est installée dans son siège 2A, près du hublot, admirant la piste d'atterrissage baignée de soleil, rêvant à ce voyage qui devait être une célébration. Mais cette joie fragile s'effondre en un instant sous le regard accusateur de Clara Vance, une hôtesse d'une quarantaine d'années, impeccablement vêtue, ses cheveux blonds tirés en un chignon sévère, son badge rutilant affichant son nom comme une médaille de pouvoir. Clara, avec son allure autoritaire, semble régner sur la cabine comme une reine intouchable, distribuant sourires polis aux autres passagers, tous blancs, tous vêtus de costumes coûteux ou de robes élégantes. Mais lorsqu'elle pose les yeux sur Maya, son expression change. Un rictus de méfiance déforme ses lèvres. Elle s'approche, ses talons claquant sur le sol, et s'arrête net devant la jeune fille, les bras croisés, le menton relevé. « Montrez-moi votre billet », ordonne-t-elle, sa voix assez forte pour que tout le monde l'entende. Maya, surprise, fouille dans son sac, ses doigts tremblants sous la pression des regards. Elle tend le billet, un sourire nerveux aux lèvres. « Voici, madame, siège 2A. » Clara arrache le papier de ses mains, le scrute avec une lenteur théâtrale, puis lève les yeux, son regard chargé de suspicion. « Première classe? Vous? » dit-elle, son ton dégoulinant de sarcasme. Les mots sont comme une gifle. Quelques passagers gloussent, d'autres détournent les yeux, mal à l'aise mais silencieux. Maya sent ses joues s'enflammer, mais elle garde son calme. « Oui, c'est de mon siège, » répond-elle, sa voix douce mais ferme. Clara ricane, un son sec et cruel. « Écoutez, ma petite, je ne sais pas comment vous avez eu ce billet, mais il y a une erreur. Vous ne pouvez pas rester ici. Allez, prenez vos affaires et allez à l'arrière, en classe économique, là où est votre place. » La phrase, prononcée avec une arrogance insupportable, fait frémir Maya. Sa place? Pourquoi cette femme décide-t-elle où est sa place? La colère commence à monter, mais Maya se contient, refusant de donner à Clara la satisfaction de l'avoir craquée. À ce moment, un homme d'affaires, costume gris impeccablement taillé, assis 2 rangées plus loin, intervient. Il s'appelle Monsieur Dupont, un habitué des vols de luxe, connu pour son attitude condescendante. « Franchement, » lance-t-il, sa voix forte et nasillarde, « c'est ridicule, on dirait qu'elle a volé ce billet. Faites-la partir, qu'on puisse décoller tranquillement. » Son commentaire, empreint d'un mépris bourgeois, déclenche des rires étouffés parmi quelques passagers. Maya sent une lame de honte lui transpercer le cœur. Elle n'a rien volé. Elle a mérité ce siège. Mais personne ne prend sa défense. Une autre hôtesse, Lily, une jeune femme d'une vingtaine d'années, observe la scène depuis l'allée. Ses yeux bruns trahissent une gêne, mais elle baisse la tête, triturant nerveusement son badge. Elle sait que Clara a tort, mais elle n'ose pas parler. Cette lâcheté, ce silence complice, attise encore plus la rage qui bouillonne dans la poitrine de Maya. Clara, encouragée par l'intervention de Dupont, hausse le ton. « Allez, dépêchez-vous, vous bloquez tout le monde !» Elle attrape le sac à dos de Maya, posé sous le siège, et le jette dans l'allée avec un geste dédaigneux. Le sac s'ouvre légèrement, laissant échapper un carnet de notes et un stylo qui roulent sur le sol. Un hoquet collectif s'élève dans la cabine, mais toujours, personne n'intervient. C'est alors qu'une femme, assise à côté avec son jeune fils, murmure quelque chose d'inaudible mais chargé de venin. Maya, dont l'ouïe est aiguisée par l'adrénaline, capte les mots. «
Ces gens-là, toujours à chercher des privilèges qu'ils ne méritent pas. Les mots, teintés de racisme à peine voilé, sont comme un coup de poignard. Maya se fige, son souffle coupé. Elle regarde la femme, une quadragénaire élégante portant des lunettes de marque qui feint l'innocence en caressant les cheveux de son fils. Ce commentaire, ajouté à l'humiliation publique orchestrée par Clara, fait monter une vague de fureur dans l'âme de Maya. Comment osent-ils? Comment peuvent-ils la juger ainsi, sans la connaître, sans même lui donner une chance de s'expliquer? Mais Maya refuse de s'effondrer. Elle ramasse son sac, ses affaires éparpillées, avec une dignité qui contraste avec la cruauté ambiante. Ses mains tremblent, mais ses yeux restent secs. Pas question de leur offrir ses larmes. Sous les regards curieux et les chuchotements, elle se dirige vers l'arrière de l'avion, chaque pas résonnant comme un défi silencieux. Clara, satisfaite, croise les bras, un sourire narquois aux lèvres, convaincue d'avoir rétabli l'ordre. Elle ignore qu'elle vient de commettre l'erreur de sa vie. Maya trouve un siège étroit en classe économique près d'un hublot minuscule. Elle s'assied, le cœur battant, la gorge nouée. Les murmures des passagers en première classe lui parviennent encore, comme un écho de son humiliation. Elle sort son téléphone, ses doigts hésitant un instant avant de taper un message à son père, Victor Langston, le propriétaire de la compagnie aérienne. « Papa, ils m'ont forcé à quitter mon siège. L'hôtesse a dit que je n'avais pas ma place en première classe, même avec mon billet. Elle m'a humilié devant tout le monde. Je suis à l'arrière maintenant. » Elle appuie sur « Envoyer », glisse le téléphone dans sa poche et fixe le hublot, luttant contre la tempête d'émotions qui menace de l'engloutir. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibre. Elle lit la réponse de son père. « Quoi? Qui t'a fait ça? Donne-moi le numéro du vol. » Maya sent son pouce accélérer. Elle connaît ce ton, même à travers un texto. Victor Langston n'est pas homme à crier ou à s'emporter bruyamment. Sa colère est froide, précise, implacable. Elle vérifie son billet et envoie le numéro du vol. Une nouvelle réponse arrive presque immédiatement. « Reste où tu es. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. » Maya exhale lentement, posant son téléphone. Elle fait confiance à son père, mais elle ignore ce qu'il prépare. Une chose est sûre. Clara Vance, avec son arrogance et son mépris, vient de déclencher une tempête qu'elle ne pourra pas arrêter. Dans la cabine première classe, Clara retourne au galet, un air triomphant sur le visage. Elle se sert un café, ignorant les regards en coin de Lily, qui semble mal à l'aise. « C'était nécessaire », déclare Clara, anticipant toute critique. Ces gens essaient toujours de s'incruster là où ils n'ont pas leur place. Lily ouvre la bouche, puis se ravise, son silence ajoutant une couche de complicité involontaire à l'injustice. Pendant ce temps, M. Dupont, l'homme d'affaires, sirote son champagne, un sourire satisfait aux lèvres, comme s'il avait contribué à une victoire. La femme aux commentaires racistes, elle, chuchote à son fils, lui disant de ne pas s'inquiéter des gens comme ça. Chaque détail, chaque geste, chaque mot alimente une rage sourde, une indignation qui s'accumule comme une tempête prête à éclater. Maya, dans son siège étroit, serre les accoudoirs, ses ongles s'enfonçant dans le tissu. Elle rejoue la scène dans sa tête, le ton cinglant de Clara, le rire de Dupont, le murmure venimeux de la femme. Elle n'a rien fait de mal. Elle avait son billet, elle suivait les règles, et pourtant, on l'a traitée comme une criminelle. La colère pulse dans ses veines, mais elle se souvient des mots de son père. La patience est plus forte que la rage. Elle ferme les yeux, respirant profondément, se jurant de ne pas laisser ses gens briser sa dignité. À l'avant de l'avion, Clara continue son service, offrant des sourires mielleux aux autres passagers, ignorant la tension qu'elle a créée. Elle pense que l'incident est clos, que Maya n'est qu'une anecdote à oublier. Mais elle se trompe, terriblement. Dans le cockpit, le capitaine, un homme d'expérience nommé Jacques Moreau, reçoit un appel urgent. Une voix grave résonne à l'autre bout. Victor Langston. « Capitaine, ma fille, Maya Langston, a été humiliée sur votre vol. Une de vos hôtesses l'a forcée à quitter son siège de première classe, malgré un billet valide. Je veux des explications. Maintenant. » Le capitaine fronce les sourcils, son instinct lui disant que cet incident va bouleverser tout l'équipage. Il jette un regard à son copilote qui hausse les épaules, perplexe. « Monsieur Langston, je vais enquêter immédiatement. » répond-il, mais la voix de Victor coupe net. « Enquêter? Non. Vous allez agir.
Dites à cette hôtesse, Clara Vance, qu'elle a 5 minutes pour comprendre l'ampleur de son erreur. La communication s'interrompt, laissant un silence lourd dans le cockpit. Jacques se tourne vers son copilote. Préparez-vous, ça va secouer. De retour en classe économique, Maya rouvre les yeux, son regard fixé sur l'horizon à travers le hublot. Elle sent que quelque chose se prépare, une justice imminente, mais elle ignore encore à quel point cette journée va changer la vie de tous ceux à bord. Clara, avec son arrogance, a allumé une mèche, et cette mèche est sur le point d'exploser. La cabine vibre légèrement alors que l'avion poursuit son vol, mais l'atmosphère est chargée d'une tension palpable. Les passagers en première classe, qui ont assisté à l'humiliation de Maya, commencent à murmurer entre eux, certains mal à l'aise, d'autres indifférents. Monsieur Dupont, toujours aussi suffisant, lance une remarque à son voisin. Franchement, il devrait mieux vérifier les billets. On ne peut plus voyager tranquillement. Son voisin, un homme plus âgé, acquiesce vaguement, mais son regard trahit une gêne. La femme aux commentaires racistes, elle, continue de chuchoter à son fils, comme si Maya n'était qu'un sujet de commérage. Chaque mot, chaque regard, chaque silence complice est comme une aiguille plantée dans la peau de Maya. Mais elle reste droite, immobile, son visage impassible. Elle sait que son père ne laissera pas cela passer. Et elle sait aussi que Clara Vance, avec son sourire narquois et son attitude méprisante, n'a aucune idée de ce qui l'attend. Dans le galet, Clara plaisante avec une autre hôtesse, ignorant Lily, qui reste en retrait, triturant toujours son badge. « Tu aurais dû voir sa tête », dit Clara, riant. Elle pensait vraiment qu'elle pouvait rester là. Lily lève les yeux, hésitante. « Et si elle avait vraiment un billet valide ?» demande-t-elle, sa voix tremblante. Clara balaie la question d'un geste dédaigneux. « Allons, Lily, tu es trop naïve, tu l'as vu, non ?» Elle n'avait pas l'air d'une passagère de première classe. Ces mots, prononcés avec une telle assurance, sont comme un poison, un reflet d'un préjugé profondément ancré. Lily baisse à nouveau les yeux, mais une lueur de révolte brille dans son regard. Elle sait que Clara a tort, mais elle n'a pas encore le courage de le dire. Pas encore. Pendant ce temps, Maya sort à nouveau son téléphone, relisant les messages de son père. Elle tape une réponse rapide. « Elle m'a jeté comme si j'étais une voleuse. Les autres passagers n'ont rien dit. L'un d'eux a même ri. » La réponse de Victor arrive en quelques secondes. Ils regretteront leur silence. « Tiens bon, ma fille. » Ces mots, simples mais puissants, insufflent une nouvelle force en Maya. Elle range son téléphone, ses épaules se redressant légèrement. Elle n'est pas une victime. Elle est la fille de Victor Langston, et elle porte en elle la même force tranquille que lui. L'avion continue de filer à travers les nuages, mais dans la cabine, une tempête se prépare. Clara Vance, avec son arrogance et son mépris, a cru pouvoir humilier une adolescente sans conséquence. Elle ignore qu'elle vient de défier l'homme qui contrôle le ciel dans lequel elle vole. Et bientôt, très bientôt, elle découvrira que certaines erreurs ne pardonnent pas. Maya, assise dans son siège étroit, sent une chaleur monter en elle. Ce n'est pas de la colère, pas encore. C'est de la détermination. Elle ne laissera pas cette injustice définir qui elle est. Et elle sait que lorsque cet avion atterrira, le monde de Clara Vance s'effondrera. La cabine est silencieuse, mais l'air est lourd, chargé d'une tension qui ne demande qu'à exploser. Et Maya, avec sa dignité intacte, attend son moment. Car ce moment arrive, et il sera implacable. Dans le galet étroit de l'avion, Clara Vance, l'hôtesse au chignon impeccable, savourait son triomphe, une sourire narquois étirant ses lèvres. Elle pense avoir maté une intruse, avoir rétabli l'ordre dans sa cabine, ignorant que chaque seconde qui passe la rapproche d'un désastre qu'elle n'a pas vu venir. Pendant ce temps, dans le cockpit, un appel radio grésille et la voix grave de Victor Langston, le propriétaire de la compagnie aérienne, résonne comme un couperet. « Capitaine Moreau, je veux que l'hôtesse Clara Vance comprenne immédiatement l'ampleur de son erreur. Ma fille, Maya, a été humiliée. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. » Le capitaine Jacques Moreau, un vétéran aux tempes grisonnantes, sent un frisson lui parcourir l'échine. Il a vu des tempêtes dans sa carrière, mais celle-ci promet d'être cataclysmique. Il se tourne vers son copilote, un jeune homme nerveux nommé Étienne, et murmure « Préparez-vous, ça va être moche. » À l'arrière de l'avion, Maya Langston, 16 ans, est assise dans son siège exigu de classe économique, ses doigts serrant les accoudoirs.
son regard fixé sur le hublot. La honte brûle encore dans sa poitrine, mais une flamme nouvelle y grandit. Une colère froide, contenue, héritée de son père. Elle repense au sac jeté par Clara, au rictus de M. Dupont, à la remarque raciste de la femme en première classe. Chaque détail est une braise attisant sa détermination. Elle n'est pas une victime. Elle est Maya Langston, et elle ne laissera pas cette injustice la définir. Son téléphone vibre. Un nouveau message de son père. Clara Vance va payer pour ce qu'elle t'a fait. Reste forte. Maya exhale lentement, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres. Elle sait que son père ne plaisante pas. Dans la cabine première classe, l'atmosphère est lourde. Les passagers qui ont assisté à l'humiliation de Maya échangent des regards gênés. Certains feignent de lire leur magazine, d'autres pianotent nerveusement sur leurs écrans. Monsieur Dupont, l'homme d'affaires arrogant, sirote son champagne, inconscient de la tempête qui s'annonce. La femme aux commentaires racistes, Madame Lefebvre, murmure à son fils. « Ne t'inquiète pas, chérie, tout est réglé maintenant. » Mais rien n'est réglé. Au contraire, tout ne fait que commencer. Une passagère, une jeune femme d'une trentaine d'années nommée Sophie, assise près du hublot, sort son téléphone et commence à tweeter frénétiquement. Sur ce vol, une hôtesse vient d'humilier une ado noire en première classe, la forcer à partir malgré un billet valide. C'est scandaleux. Injustice and vol. Ses doigts volent sur l'écran et en quelques minutes, son tweet devient viral, partagé par des centaines de personnes. Les notifications s'accumulent, des messages de colère et de soutien affluent. C'est inacceptable. Quelle honte pour cette compagnie. Sophie, avec ses lunettes rondes et son air déterminé, devient sans le savoir une alliée inattendue de Maya, amplifiant l'indignation bien au-delà de la cabine. Dans le galet, Clara continue de plaisanter, ignorant la tornade qui se forme. Lily, la jeune hôtesse timide, reste en retrait, ses mains triturant son badge. Elle veut parler, dire à Clara qu'elle a tort, mais la peur la paralyse. Clara, sentant son malaise, ricane. « Quoi, Lily? Tu vas me faire la morale maintenant? Cette fille n'avait rien à faire là, point final. » Lily baisse les yeux, mais une lueur de révolte brille dans son regard. Elle sait que Clara a une réputation. Elle cible souvent les passagers qui ne correspondent pas à son idée de la première classe, surtout ceux à la peau foncée. Cette pensée ronge Lily, mais elle n'a pas encore le courage de l'affronter. Pas encore. Soudain, l'interphone grésille, brisant le silence du galet. Clara Vance, au cockpit, immédiatement. La voix du capitaine est froide, sans appel. Clara fronce les sourcils, surprise. Elle pose son café, ajuste son uniforme et marche vers l'avant de l'avion, ses talons claquant avec assurance. Elle pense qu'il s'agit d'une broutille, peut-être une question de service. Elle ne peut pas imaginer ce qui l'attend. Dans le cockpit, le capitaine Moreau l'accueille avec un regard d'acier. À l'écran de l'in-flight phone, un homme en costume, M. Gérard, directeur des opérations au sol, fixe Clara avec une expression implacable. « Mademoiselle Vance, » commence Gérard, sa voix tranchante, « nous avons reçu un appel de l'exécutif. Vous avez retiré une passagère de première classe, Maya Langston, de son siège. Pouvez-vous expliquer pourquoi? » Clara, prise de court, se redresse, tentant de masquer son trouble. « Oui, capitaine, il y avait une erreur. Cette fille, elle n'avait pas l'air d'une passagère de première classe. J'ai vérifié son billet, mais j'ai pensé qu'il y avait un problème. » Gérard plisse les yeux. « Vous avez pensé? Avez-vous vérifié le manifeste avant de la faire déplacer? » Clara hésite, son assurance vacillant. « Eh bien, non, mais... » Gérard l'interrompt, sa voix glaciale. « Oui ou non, mademoiselle Vance? » La bouche de Clara s'assèche. « Non, » murmure-t-elle. Le capitaine Moreau secoue la tête, sa mâchoire crispée. « Savez-vous qui est Maya Langston? » demande Gérard, son ton devenant plus lourd. Clara secoue la tête, une sueur froide perlant sur son front. « Son père est Victor Langston, » dit Gérard, chaque mot comme un coup de marteau, le propriétaire de cette compagnie aérienne. Le visage de Clara blêmit, ses jambes flageolent. Elle ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Victor Langston, l'homme qui contrôle chaque avion, chaque vol, chaque employé. Et elle a humilié sa fille devant une cabine pleine de passagers. Vous allez retourner auprès de Maya Langston,
ordonne Gérard. Vous excusez publiquement devant tout le monde et la ramener en première classe. Et quand cet avion atterrira, vous devrez répondre de vos actes devant le conseil exécutif. Est-ce clair? Clara hoche la tête, incapable de parler, son arrogance réduite en cendres. Allez-y, ajoute le capitaine, son ton sec. Et ne faites pas attendre mademoiselle Langston. Clara sort du cockpit, ses jambes tremblantes, son souffle court. Pour la première fois de sa carrière, elle se sent vulnérable, exposée, comme une accusée sur le point d'être jugée. Elle traverse la cabine première classe, ignorant les regards curieux des passagers. Monsieur Dupont lève un sourcil, amusé, pensant qu'elle va encore régler un problème. Madame Lefebvre, la femme aux commentaires racistes, chuchote à son fils, un sourire satisfait aux lèvres. Mais Clara ne les voit pas, son esprit est un tourbillon de panique. Comment a-t-elle pu se tromper à ce point? Elle atteint la classe économique, ses talons résonnant dans l'allée. Maya est là, assise près du hublot, son regard calme mais perçant. Clara s'arrête, s'éclaircit la gorge, forçant un sourire crispé. « Mademoiselle Langston, » dit-elle, sa voix tremblante, « il y a eu une erreur. Je vous prie de retourner en première classe. » Maya tourne lentement la tête, ses yeux scrutant Clara avec une intensité qui la fait frissonner. Elle ne bouge pas, laissant le silence s'étirer, pesant. Les passagers autour commencent à murmurer, sentant que quelque chose d'important se joue. « Une erreur ?» répète Maya, sa voix douce mais tranchante comme une lame. « Vous avez vu mon billet. Vous m'avez dit que je n'avais pas ma place. Vous avez jeté mon sac. Et maintenant, c'est juste une erreur ?» Clara déglutit, ses joues s'empourprant. Je m'excuse pour tout inconvénient, balbutie-t-elle, évitant le regard de Maya. Mais Maya ne la laisse pas s'en tirer si facilement. Ce n'était pas un inconvénient, dit-elle, sa voix montant légèrement, mais toujours contrôlée. C'était une humiliation. Vous ne m'avez pas posé de questions. Vous n'avez pas vérifié. Vous avez juste décidé que je ne méritais pas d'être là. Pourquoi? Les mots de Maya, prononcés avec une clarté dévastatrice, font taire les murmures. Les passagers autour, captivés, fixent Clara, attendant sa réponse. Clara ouvre la bouche, mais aucun mot ne vient. Elle est acculée, exposée, et pour la première fois, elle sent le poids de son propre mépris. À ce moment, M. Dupont, depuis la première classe, décide d'intervenir. Il se lève, son verre de champagne à la main, et lance d'une voix forte. « Franchement, arrêtez ce cirque. Cette fille a eu de la chance d'être en première classe, et maintenant elle fait une scène. Laissez l'hôtesse faire son travail. » Son intervention, arrogante et méprisante, déclenche une vague de murmures outrés. Cette fois, une passagère, une femme d'âge mûr nommée Madame Dubois, ne peut plus se taire. Elle se lève, ses yeux flamboyants de colère. « Monsieur, taisez-vous !» crie-t-elle. « Cette jeune fille avait un billet valide, et vous avez ri pendant qu'elle était humiliée. Vous devriez avoir honte. » Les mots de Madame Dubois, pleins de fureur contenue, électrisent la cabine. Quelques passagers applaudissent, d'autres hochent la tête, enfin réveillés de leur apathie. Monsieur Dupont, rouge de honte, se rassied, son arrogance ébranlée. Clara, toujours figée devant Maya, sent la situation lui échapper. Elle tente de reprendre le contrôle. « S'il vous plaît, mademoiselle Langston, venez avec moi. Je m'excuse pour l'erreur de jugement. » Mais Maya ne bouge pas. Elle croise les bras, son regard perçant. « Une erreur de jugement? Vous n'avez posé de questions à personne d'autre en première classe, juste à moi. Pourquoi? » La question, simple mais implacable, cloue Clara sur place. Les passagers, maintenant pleinement engagés, fixent l'hôtesse, attendant une réponse. Sophie, la passagère qui tweet, filme discrètement la scène, son téléphone capturant chaque mot. Son tweet suivant explose sur les réseaux. L'hôtesse refuse d'admettre son erreur. La passagère, Maya, la confronte avec une dignité incroyable. Justice pour Maya. Clara, acculée, bredouille. « J'ai mal jugé la situation. Je suis désolée. » Mais ces mots sonnent creux, et Maya le sait. Elle se lève enfin, ramassant son sac avec une lenteur délibérée. « Je retourne en première classe, » dit-elle, sa voix ferme. « Mais pas parce que vous vous excusez, parce que j'ai le droit d'être là. » Elle passe devant Clara, sa démarche digne, chaque pas résonnant comme un défi. Les passagers la regardent, certains avec admiration, d'autres avec gêne.
Clara suit, ses épaules voûtées, son autorité en lambeaux. Lorsqu'elles atteignent la première classe, les regards se tournent vers elle. Monsieur Dupont détourne les yeux, mal à l'aise. Madame Lefebvre, la femme aux commentaires racistes, feint de lire son magazine, mais ses mains tremblent légèrement. Maya reprend son siège 2A, pose son sac à ses pieds et ouvre un livre, comme si rien ne s'était passé. Mais tout a changé. Clara, humiliée, retourne au galet, où Lily l'attend. « Ça va ?» demande Lily, sa voix hésitante. Clara la fusille du regard. « Occupe-toi de tes affaires », crache-t-elle, mais sa voix tremble. Lily, pour la première fois, ne baisse pas les yeux. « Tu sais, Clara, » dit-elle doucement, « j'ai vu comment tu traites certains passagers. Ce n'est pas la première fois. » Les mots de Lily, prononcés avec une audace nouvelle, frappent Clara comme une gifle. Elle ouvre la bouche pour répliquer, mais l'interphone grésille à nouveau. « Clara Vance, au galet principal, maintenant. » La voix du capitaine est plus dure cette fois. Clara sent son estomac se nouer. Elle sait que ce n'est pas fini. Pendant ce temps, Sophie continue de tweeter, ses messages devenant un cri de ralliement en ligne. Maya Langston est la fille du propriétaire de la compagnie, et l'hôtesse l'a humiliée par pur préjugé. Exigeons justice. # Victor Langston. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des milliers de personnes partageant l'histoire, réclamant des comptes. Dans la cabine, l'atmosphère est électrique. Les passagers, qui ont ignoré Maya au début, la regardent maintenant avec un mélange de respect et de culpabilité. Madame Dubois, la femme qui a confronté Dupont, s'approche de Maya et murmure. « Je suis désolée de ne pas avoir parlé plus tôt. Vous ne méritiez pas ça. » Maya hoche la tête, un sourire discret aux lèvres. « Merci, » dit-elle simplement, mais ses pensées sont ailleurs. Elle sait que son père prépare quelque chose de grand. À l'approche de l'atterrissage, le capitaine Moreau contacte l'équipe au sol. Ici le capitaine Moreau, vol 462, confirmer les arrangements exécutifs pour une passagère et l'escorte d'un membre d'équipage. Une voix répond. Monsieur Langston a organisé une voiture privée pour sa fille. La sécurité attend au terminal pour escorter Clara Vance. Moreau raccroche, un soupir lourd s'échappant de ses lèvres. Il sait que la carrière de Clara est finie. Dans le galet, Clara s'appuie contre le comptoir, ses mains tremblantes. Lily, toujours là, la regarde avec un mélange de pitié et de mépris. « Tu aurais pu vérifier son billet correctement, » dit-elle, sa voix plus ferme. « Tu aurais pu la traiter comme n'importe qui d'autre. » Clara ne répond pas. Elle sait que Lily a raison, mais l'admettre serait trop douloureux. Elle a passé des années à se croire intouchable, à juger les passagers selon ses propres préjugés. Et maintenant, tout s'effondre. L'avion commence sa descente, les moteurs bourdonnant doucement. Maya boucle sa ceinture, son regard fixé sur le hublot. Elle sent la tension dans l'air, les regards des autres passagers, la nervosité de l'équipage. Elle sort son téléphone et envoie un dernier message à son père. « On atterrit bientôt. » Clara s'est excusée, mais elle ne dit pas la vérité. La réponse de Victor arrive en un instant. Elle n'aura plus l'occasion de mentir. Reste prête. Maya range son téléphone, un sentiment de puissance grandissant en elle. Clara Vance a cru pouvoir l'humilier sans conséquence. Elle a cru que son uniforme, son autorité, la protégeaient. Mais elle s'est trompée, terriblement. Lorsque les roues de l'avion toucheront le sol, Clara découvrira que certaines erreurs se paient cher. Et Maya, avec sa dignité intacte, sera là pour voir justice rendue. Les roues de l'avion touchent le tarmac avec un grondement sourd, mais dans la cabine, le silence est assourdissant. Clara Vance, l'hôtesse au chignon autrefois impeccable, marche dans l'allée, escortée par 2 officiers de sécurité aux visages impassibles. Ses talons, qui claquaient jadis avec assurance, résonnent maintenant comme un glas. Chaque pas est un supplice, chaque regard des passagers une lame plantée dans son orgueil. Elle, qui régnait sur la cabine avec une autorité incontestée, est désormais une paria, traînée sous les murmures et les yeux accusateurs. Maya Langston, assise en première classe, observe la scène depuis son siège 2A, son visage calme mais ses yeux brûlants d'une colère contenue. Elle ne savoure pas la chute de Clara, mais elle ressent une satisfaction froide, celle de voir la justice enfin en marche. Clara a cru pouvoir l'humilier, la réduire à rien devant une cabine entière. Elle a cru que son uniforme la protégeait, mais elle s'est trompée et maintenant, le monde entier le sait.
Dans le terminal, les portes du jet bridge s'ouvrent et Clara émerge sous les néons crus, encadrée par les officiers. Les employés de l'aéroport, habitués à la voir défiler avec arrogance, s'arrêtent, chuchotant entre eux. C'est elle, l'hôtesse qui a humilié la fille Langston, murmure une agente de gate à son collègue. Les mots se propagent comme une traînée de poudre, et Clara sent ses joues s'enflammer. Elle a toujours marché dans ces couloirs la tête haute, mais aujourd'hui, elle baisse les yeux, incapable de soutenir les regards. Les officiers la conduisent vers une porte réservée, menant au corridor privé de l'aéroport, là où les passagers ordinaires ne vont jamais. À l'intérieur, 2 cadres de la compagnie, Monsieur Gérard, le directeur des opérations, et Madame Fournier, responsable des ressources humaines, l'attendent, leurs expressions aussi glaciales que le métal des murs. « Asseyez-vous, mademoiselle Vance », ordonne Gérard, son ton sec. Clara obéit, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. Elle sait que ce moment décidera de son avenir, et elle n'est pas prête. Pendant ce temps, Maya est escortée vers le salon première classe, un espace élégant aux fauteuils de cuir et aux lumières tamisées. Elle s'assied, son sac à dos posé à ses pieds, et sort son téléphone. Les réseaux sociaux sont en ébullition. Le tweet de Sophie, la passagère qui a filmé l'incident, a atteint des millions de vues. Added Justice pour Maya est en tendance mondiale, accompagné de milliers de commentaires furieux. Cette hôtesse doit être virée. Honte à cette compagnie. Mais il y a aussi des messages de soutien pour Maya. Tu es une inspiration, Maya. Reste forte. Elle lit quelques commentaires, un sourire discret aux lèvres, puis range son téléphone. Elle n'a pas besoin de la validation des réseaux. Ce qu'elle veut, c'est du changement, et elle sait que son père, Victor Langston, est en train de le faire arriver. Dans la salle de réunion où Clara est conduite, l'atmosphère est lourde. Gérard ouvre un dossier épais, rempli de déclarations de passagers, de rapports du capitaine Moreau et même d'une capture d'écran du tweet viral de Sophie. « Mademoiselle Vance, commence-t-il, vous avez humilié une passagère de première classe, Maya Langston, sans vérifier son billet correctement. Vous l'avez forcée à quitter son siège devant tout le monde. Et pire, vous avez tenté de minimiser vos actions avec une excuse bidon. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Clara déglutit, sa gorge sèche. Elle veut se défendre, crier que c'était une erreur, qu'elle ne savait pas qui était Maya, mais les mots s'étranglent dans sa bouche. J'ai cru qu'il y avait une erreur de réservation, bredouille-t-elle. Je faisais mon travail. Madame Fournier, une femme aux cheveux gris et au regard perçant, se penche en avant. Votre travail? Répète-t-elle, son ton chargé de mépris. Votre travail était de vérifier le manifeste, de contacter l'agent au sol, de respecter les passagers. Vous n'avez rien fait de tout cela. Vous avez jugé cette jeune fille sur son apparence, et vous l'avez humiliée. Pourquoi? Clara baisse les yeux, ses mains se crispant sur sa jupe. Elle sait qu'il n'y a pas d'échappatoire. À ce moment, la porte s'ouvre et une silhouette familière entre. Lily, la jeune hôtesse timide. Gérard hoche la tête, l'invitant à parler. Lily, pour la première fois, redresse les épaules, sa voix tremblante mais résolue. « Je travaille avec Clara depuis 2 ans, commence-t-elle. Ce n'est pas la première fois qu'elle cible des passagers. J'ai vu comment elle traite ceux qui ne correspondent pas à son idée de la première classe, surtout les personnes de couleur. Elle fait des remarques, elle les questionne, elle les met mal à l'aise. Je n'ai jamais rien dit, et j'ai honte de ça. Mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. » Les mots de Lily, prononcés avec une sincérité brute, font l'effet d'une bombe. Clara blêmit, ses yeux s'écarquillant. « Lily, comment oses-tu » commence-t-elle, mais Gérard lève une main, la réduisant au silence. « Merci, mademoiselle, dit-il à Lily. Votre témoignage est noté. Vous pouvez partir. » Lily hoche la tête et sort, mais pas avant de jeter un dernier regard à Clara, un regard qui dit « Tu ne peux plus te cacher. » Clara, maintenant seule face au cadre, sent la panique l'envahir. Elle tente une dernière défense. « Écoutez, je ne savais pas qui elle était. Si j'avais su que c'était la fille de M. Langston, je n'aurais jamais... » Gérard l'interrompt, sa voix tranchante comme un rasoir. « C'est précisément le problème, mademoiselle Vance. Vous n'auriez pas dû avoir besoin de savoir qui elle était pour la traiter avec respect. Vous avez agi par préjugé, et vous avez menti pour couvrir vos traces. Pensez-vous vraiment que cela vous excuse? » À ce moment, Madame Fournier sort une tablette et lance une vidéo.
C'est l'enregistrement de Sophie, capturé pendant la confrontation dans l'avion. On y voit Maya, digne et calme, demandant à Clara « Pourquoi moi ?» On y voit Clara, bafouillant, incapable de répondre. Et on y voit Monsieur Dupont, arrogant, lançant son commentaire méprisant. La vidéo, devenue virale, est une preuve accablante. « Vous avez dit au capitaine que Maya avait fait une scène, » dit Fournier, son ton glacial. « Cette vidéo prouve le contraire. Elle prouve que vous avez menti, encore une fois. » Clara sent ses jambes flageoler. Elle veut protester, mais la vérité est là, exposée, irréfutable. La salle semble rétrécir autour d'elle, les murs se refermant comme une cage. Gérard referme le dossier avec un claquement sec. « Mademoiselle Vance, à compter de ce jour, vous êtes suspendue sans salaire, en attente d'une décision finale du Conseil. Mais soyons clairs, vos chances de conserver votre poste sont nulles. Vous avez non seulement violé les politiques de la compagnie, mais vous avez terni son image à l'échelle mondiale. Un rapport sera envoyé à votre domicile d'ici demain. Vous êtes libre de partir. » Clara reste figée, incapable de bouger, suspendue. Après 10 ans de carrière, tout s'effondre en un instant. Elle se lève, ses jambes faibles, et suit un officier de sécurité hors de la salle. Alors qu'elle traverse le terminal, les chuchotements des employés la poursuivent comme une malédiction. « C'est fini pour elle », murmure un bagagiste. « Elle a cru pouvoir s'en tirer », ajoute une hôtesse. Clara, pour la première fois, comprend ce que Maya a ressenti. L'humiliation, l'exposition, la perte de toute dignité. Pendant ce temps, dans le salon première classe, Maya est rejointe par son père, Victor Langston. Il entre, grand, imposant, son costume parfaitement taillé, son regard à la fois tendre et inflexible. Il s'assied face à elle, posant une main sur son épaule. « Tu vas bien ?» demande-t-il, sa voix douce mais chargée d'une autorité naturelle. Maya hoche la tête. « Oui, papa, mais je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. » Victor sourit, un sourire qui promet des changements. « Ça n'arrivera plus, dit-il. Raconte-moi tout. » Maya lui relate l'incident, le mépris de Clara, le rire de M. Dupont, la remarque raciste de Mme Lefebvre, le silence des autres passagers. Elle parle avec calme, mais chaque mot est chargé d'une force qui impressionne même Victor. Lorsqu'elle termine, il reste silencieux un moment, puis parle. Clara est suspendue, probablement licenciée d'ici la fin de la semaine. Mais ce n'est pas assez. Maya fronce les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Victor se penche en avant, ses yeux brillants d'une détermination froide. « Cet incident a révélé un problème plus profond. Je vais mettre en place de nouvelles politiques, formation obligatoire contre les préjugés, supervision renforcée en première classe et un système anonyme pour signaler les discriminations. Cette compagnie portera ton nom, Maya, pas seulement parce que tu es ma fille, mais parce que tu as montré ce que signifie se battre pour la justice. » Maya sent une chaleur monter en elle, un mélange de fierté et de responsabilité. Ce n'est pas seulement sa victoire, c'est une victoire pour tous ceux qui ont été jugés, ignorés, humiliés. À ce moment, un homme entre dans le salon. C'est le capitaine Moreau, ses galons luisants sur son uniforme. Il s'approche, un air respectueux mais grave. « Mademoiselle Langston, Monsieur Langston, dit-il, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé sur mon vol. J'ai travaillé avec Clara il y a des années, et je savais qu'elle avait des tendances. J'aurais dû intervenir plus tôt. » Maya le regarde, surprise par sa franchise. « Merci, capitaine, dit-elle. Mais ce n'est pas à vous de vous excuser, c'est à elle. » Moreau hoche la tête, puis se tourne vers Victor. « Monsieur, le Conseil vous attend pour discuter des réformes. » Victor se lève, ajustant sa veste. « Allons-y. Maya, tu viens ?» Elle secoue la tête. « Je vais rester ici. J'ai fait ma part. » Victor sourit, un éclat d'admiration dans les yeux. « Oui, tu l'as fait. » Alors qu'il sort avec Moreau, Maya sort son téléphone et lit un nouvel email. Il vient de Clara Vance. Elle hésite, puis l'ouvre. « Mademoiselle Langston, » commence le message, « je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. Je vous ai jugé, humilié, et j'ai menti pour me protéger.
J'ai passé 10 ans à croire que j'étais irréprochable, mais aujourd'hui, je vois la vérité. J'ai laissé mes préjugés guider mes actions et je le regretterai toute ma vie. Si vous acceptez, je voudrais vous présenter mes excuses en personne. Sinon, sachez que je suis sincèrement désolé. Clara Vance. Maya lit le message 2 fois, ses lèvres pincées. Elle ne s'attendait pas à une telle sincérité. Clara ne demande pas le pardon, elle assume sa faute. Cela surprend Maya, mais ne l'apaise pas complètement. Elle tape une réponse rapide. Madame Vance, votre lettre est honnête et je l'apprécie. Mais ce n'est pas seulement à moi que vous devez des excuses. C'est à tous ceux que vous avez jugés avant moi, ceux qui n'avaient pas de voix. Je ne veux pas vous rencontrer, mais j'accepte vos excuses, non parce que vous les méritez, mais parce que je crois que les gens peuvent changer. Prouvez-le. Maya Langston. Et il se calme. Elle envoie le message, puis pose son téléphone, un sentiment de paix l'envahissant. Elle a dit ce qu'elle avait à dire, le reste dépend de Clara. Pendant ce temps, Clara, dans son petit appartement, lit la réponse de Maya, les larmes coulant sur ses joues. Elle a tout perdu, son travail, sa réputation, son assurance. Mais pour la première fois, elle ressent autre chose, le poids de sa propre faute et une lueur d'espoir qu'elle peut devenir meilleure. Elle sait que son chemin sera long, mais le message de Maya est un premier pas. De retour à l'aéroport, Victor s'adresse au conseil exécutif, annonçant des réformes radicales. Cet incident ne se reproduira plus, déclare-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Nous allons former chaque employé, renforcer les contrôles et donner une voix aux passagers. Cette compagnie ne tolérera plus les préjugés. Les cadres hochent la tête, impressionnés par sa détermination. Mais Victor n'a pas fini. Et pour Madame Lefebvre, la passagère qui a tenu des propos racistes, ajoute-t-il, elle est désormais interdite de vol sur nos lignes. Définitivement. La nouvelle se répand rapidement, et lorsque Maya l'apprend, elle sourit. Ce n'est pas seulement sa justice, c'est celle de tous ceux qui ont été réduits au silence. Alors que Maya quitte l'aéroport avec son père, les regards des employés la suivent, empreints de respect. Elle n'est plus la fille humiliée, elle est une force de changement. Les réseaux sociaux continuent de s'enflammer, saluant les réformes de Victor et la dignité de Maya. Sophie, la passagère qui a tout déclenché, tweet une dernière fois. Maya Langston a changé cette compagnie. Soyons tous des Maya. L'achat justice pour tous. Dans son appartement, Clara range son uniforme, ses mains tremblantes. Elle sait que sa carrière est finie, mais elle sait aussi qu'elle a une chance de se reconstruire. Pas pour retrouver son ancien pouvoir, mais pour devenir quelqu'un de meilleur. Maya, elle, marche aux côtés de son père, la tête haute. Elle n'a pas seulement gagné une bataille, elle a déclenché une révolution. Et tandis que l'aéroport s'éloigne derrière elle, elle sait que cette histoire, son histoire, vivra dans chaque changement qu'elle a inspiré. L'histoire de Maya Langston, une adolescente humiliée par une hôtesse de l'air, Clara Vance, sur un vol de première classe, est bien plus qu'un simple récit d'injustice. C'est un miroir tendu à notre société, une invitation à réfléchir sur nos préjugés, nos silences complices et notre responsabilité collective face à la discrimination. En tant que spectateur, j'ai ressenti une colère profonde face à l'arrogance de Clara, au mépris de passagers comme M. Dupont et à la lâcheté de ceux qui ont préféré détourner le regard. Mais au-delà de cette indignation, l'histoire de Maya m'a inspiré par sa dignité, sa résilience et sa capacité à transformer une blessure personnelle en un catalyseur de changement systémique. À travers cette analyse, je partage mes émotions, les leçons tirées de ce récit, et comment elles peuvent éclairer notre vie quotidienne, dans un esprit fidèle aux valeurs françaises de justice, d'égalité et de réflexion critique. Dès les premières minutes, la scène où Clara ordonne à Maya de quitter son siège sans vérifier correctement son billet m'a révolté. Ce n'était pas une simple erreur administrative, c'était un acte de préjugé, un jugement hâtif basé sur l'apparence de Maya. En France, où l'égalité est une valeur inscrite dans notre devise républicaine, cette injustice résonne particulièrement. Elle rappelle les fois où, dans nos propres vies, nous avons vu ou vécu des discriminations fondées sur la couleur de peau, l'âge ou l'apparence. La colère que j'ai ressentie était amplifiée par le silence des autres passagers, qui, à l'exception de quelques voix courageuses, comme celle de Madame Dubois, ont laissé Maya affronter seule son humiliation.
Ce silence, cette passivité, est un rappel douloureux de notre tendance à rester spectateur face à l'injustice, par peur ou par confort. Pourtant, ce qui m'a le plus marqué, c'est la réaction de Maya. Face à l'hostilité, elle n'a pas cédé à la colère ni aux larmes. Elle a gardé une dignité impressionnante, confrontant Clara avec des questions simples mais percutantes. Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Cette retenue, cette force intérieure, incarne une valeur profondément française. L'élégance dans l'adversité. Maya ne s'est pas contentée de défendre son droit. Elle a exigé des comptes, non pour se venger, mais pour révéler une vérité plus large sur les préjugés systémiques. Sa réponse à l'email d'excuses de Clara, où elle insiste sur le changement plutôt que sur le pardon, montre une maturité qui transcende son jeune âge. Elle m'a fait réfléchir à la manière dont nous, en tant qu'individus, pouvons transformer nos épreuves en opportunités de progrès, non seulement pour nous-mêmes, mais pour la société. Une autre source d'émotion fut l'intervention de personnages secondaires, comme Lily, l'hôtesse timide qui a fini par dénoncer les agissements de Clara. Son évolution, de la peur à la courage, m'a touché. Elle représente ceux d'entre nous qui, par crainte de représailles, hésitent à agir, mais qui trouvent finalement la force de parler. En France, où le débat public valorise la prise de position, le geste de Lily est un rappel que le courage peut naître même dans les moments de doute. De même, le rôle de Sophie, la passagère qui a partagé l'incident sur les réseaux sociaux, souligne le pouvoir de la voix collective dans l'ère numérique. Ces tweets ont transformé une injustice isolée en un mouvement global, un phénomène qui résonne avec les manifestations françaises pour la justice sociale, où la mobilisation citoyenne peut renverser les injustices. Les leçons de cette histoire sont nombreuses et applicables à notre quotidien. Premièrement, elles nous enseignent l'importance de remettre en question nos préjugés. Clara a jugé Maya sur son apparence sans chercher à vérifier la vérité. Combien de fois, dans nos interactions, faisons-nous des suppositions hâtives sur autrui? Que ce soit dans un métro parisien bondé ou dans un bureau, nous devons apprendre à suspendre nos jugements et à traiter chaque personne avec le même respect. Cette histoire m'a poussé à m'interroger sur mes propres biais, à me demander si, sans le vouloir, j'ai déjà contribué à marginaliser quelqu'un par un regard ou une parole. Deuxièmement, l'histoire souligne le pouvoir de la parole. Maya, en confrontant Clara, et Lily, en témoignant contre elle, montre que parler, même face à l'intimidation, peut changer le cours des choses. En France, où la culture valorise le débat et la liberté d'expression, cette leçon est cruciale. Nous devons oser dénoncer les injustices, que ce soit dans notre cercle familial, professionnel ou communautaire. Cela peut commencer par un simple geste. Signaler un comportement discriminatoire au travail, soutenir un collègue marginalisé ou partager une histoire comme celle de Maya pour sensibiliser. Troisièmement, le rôle de Victor Langston, le père de Maya, m'a inspiré par sa manière de transformer une injustice personnelle en un changement systémique. En annonçant des réformes, formation contre les préjugés, supervision renforcée, il a montré que la justice ne se limite pas à punir, mais à prévenir. Cette approche reflète une valeur française, la croyance en l'amélioration collective à travers des institutions justes. Dans nos vies, nous pouvons appliquer cela en militant pour des changements dans nos propres sphères, une politique d'inclusion au travail, une éducation plus équitable à l'école, ou des discussions ouvertes sur la diversité dans nos communautés. Enfin, l'histoire m'a appris l'importance de la dignité face à l'adversité. Maya n'a pas cherché à humilier Clara en retour, elle a exigé la justice avec calme et fermeté. Cette attitude m'incite à adopter une posture similaire dans les moments de conflit, répondre aux attaques avec intelligence et retenue, plutôt que de céder à la colère. C'est une leçon universelle, mais particulièrement ancrée dans la culture française, où l'on valorise la maîtrise de soi et la clarté dans l'expression de ses convictions. En conclusion, l'histoire de Maya Langston est un cri de ralliement pour la justice, un rappel que chacun de nous a le pouvoir de changer les choses, que ce soit par une parole courageuse, une action collective ou une réflexion personnelle sur nos préjugés. Elle nous invite à être des Maya, des Lily, des Sophie, dans un monde qui a besoin de voix pour défendre l'égalité. Alors, si cette histoire vous a touché, agissez. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour inspirer d'autres. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire de justice.
et laissez un commentaire avec le mot égalité pour rejoindre le mouvement. Ensemble, faisons entendre nos voix, comme Maya l'a fait, pour un monde plus juste.